Ouais. Donc, ce soir, je vais vous parler des rituels ayurvédiques. Alors, il faut savoir que je suis pas une spécialiste des Ayurveda. Ça m'intéresse simplement. Donc, ce que je vais vous partager, en fait, c'est plus le fruit de recherches que j'ai faites. C'est pas forcément des choses que je mets en pratique pour l'instant, où il y a certaines choses, oui, mais pas tout. Et puis, mais en même temps, c'est pas grave parce que j'apprends en même temps que j'ai créé cette formation. J'espère que, voilà, que vous allez quand même pouvoir apprendre des choses. Moi, en créant ce petit atelier, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, voilà, j'espère que ce sera la même chose pour vous. Alors, en fait, je vais déjà commencer en vous parlant peut-être des principes de base de l'Ayurveda. Donc, l'Ayurveda, c'est une médecine indienne qui a plus de 4000 ans. Et en fait, traditionnellement, la médecine ayurvédique, c'était vraiment une approche holistique qui prenait et puis, en fait, aujourd'hui, elle est toujours pratiquée, donc c'est toujours la même chose, mais elle prend en compte, en fait, l'être dans sa globalité, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Chez Arbonne, on est sur l'approche esprit, corps, peau. Eux, ils n'intègrent pas nécessairement la peau dans ce qu'ils disent, mais en fait, dans la réalité, il y a, la peau joue également un rôle, notamment dans tous les processus de détoxification, puis on en parlera un petit peu plus tard. Donc, en fait, la médecine ayurvédique, elle va se baser sur la compréhension de l'humain, de la personne, en fait, de l'être en question. Et en fait, euh, à partir de la compréhension en fait, de cette personne, il y a certains conseils qui vont être donnés plus que d'autres, notamment en termes d'hygiène de vie. Donc, alors, en Ayurveda, en fait, la matière est constituée de 5 éléments. En fait, ça c'est quelque chose d'assez universel. Hein. On a l'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a un 5e élément en fait qu'on appelle l'espace ou l'éther. Et en fait, les sages rishis d'Inde, euh, en fait, au fur et à mesure de leur méditation, en fait, ils ont pu découvrir à quel point l'être humain était connecté à son environnement et à la nature. Et en apprenant à comprendre le fonctionnement des 5 éléments en observant la nature, eh bien, en fait, ils ont estimé qu'on pouvait deviner un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de nous-mêmes, parce que l'être humain est également fait de matière. Donc, en fait, toute la philosophie de la médecine traditionnelle ayurvédique va se baser sur l'équilibre entre tous ces éléments que ce soit en fait à l'intérieur de notre corps ou dans notre environnement. Et quand on réussit à maintenir cet équilibre, on va réussir à prévenir en fait les maux ou on va réussir à, si on restaure l'équilibre, on est en mesure normalement selon l'Ayurveda en fait, de soigner des maux. Donc, alors, il existe ce qu'on appelle des doshas qui sont en fait des humeurs biologiques. Et selon, en fait, c'est comme une forme de tempérament global, mais qui ne prend pas juste en considération notre caractère, mais vraiment également notre corps. Et en fait, on a tous un petit peu, il existe 3 doshas dont je vais vous parler très rapidement, mais on a tous un petit peu de ces 3 doshas, mais souvent on en a qui sont dominants. Donc les 3 grandes familles de doshas sont Vata, Pitta et Kapha. Et donc en fait, l'idée c'est qu'on a à l'intérieur de nous comme une combinaison particulière d'éléments qui vont en fait nous donner notre forme, notre énergie, nos humeurs, nos forces, nos faiblesses, même notre personnalité. Et en fait, les 3 doshas, comme je dis, ils sont tous présents dans le corps humain, mais avec une intensité plus ou moins importante. Et quand on apprend à connaître quel dosha est dominant dans notre organisme, on peut adapter notre hygiène de vie pour entrer en accord avec nos besoins réels et maintenir un peu notre bien-être. Donc, on a une constitution de naissance au niveau des doshas qui s'appelle le prakriti. Puis, au fil de notre vie, les 3 doshas en fait vont dicter nos processus physiologiques, puis sans arrêt en fonction de l'environnement. Il y en a certains qui vont se mettre à dominer les autres et qui vont créer des déséquilibres temporaires. Et ces déséquilibres, on les appelle vikriti. Et l'objectif, en fait, ça va être de les identifier pour pouvoir les rééquilibrer. Donc, vous avez compris que l'équilibre, c'est vraiment essentiel au sein de la médecine ayurvédique. Donc, pour décrire rapidement les doshas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais là, je vais faire ça très vite. Donc, en fait, Vata, c'est un dosha d'air et d'éther.
Les individus qui sont dominants, Vata, sont des créatifs, ils rêvent de liberté, mais en même temps, ils peuvent avoir de la difficulté à s'organiser, à garder les pieds sur terre. Après, on a Pitta, en fait, qui est un dosha de mélange, enfin, un dosha de feu et d'eau. Et les Pitta sont des grands ambitieux, en général très intelligents, ils vont au bout de leur projet, ils sont très avides de connaissances, ils peuvent se concentrer pendant très longtemps, ils n'ont pas peur des difficultés et ils ont très confiance en eux. Mais parfois, ils peuvent avoir en contrepartie un peu un caractère plus difficile, une difficulté à contrôler les émotions ou un mauvais caractère. Et enfin, on a Kapha, donc le dosha qui est terre-eau. Et Kapha, en fait, est patient, stable, accompli, tendre. Il sait faire preuve de compassion, rester calme dans les situations stressantes. C'est une personne qui est facile à vivre et qui est souvent très appréciée de son entourage. Et sa présence va en général apporter un certain apaisement. Donc voilà, je vous fais juste un tout petit environnement pour parler d'Ayurveda, mais aujourd'hui, on va plus parler de rituels ayurvédiques. En fait, je vais vous parler, il y en a vraiment énormément des rituels ayurvédiques, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qu'on peut faire le matin ou le soir, en partant du principe que le matin, c'est plus un moment de nettoyage et de purification, et le soir, ça va plus être un moment de détente, relaxation de l'esprit et du corps. Donc, le matin, donc nettoyage et purification, en fait, on a la plupart de ces rituels va servir à nettoyer le corps des toxines. Donc, en effet, en fait, en Ayurveda, on va considérer qu'il y a de nombreuses maladies ou d'affections du corps qui vont provenir d'un déséquilibre ou d'un excès de toxines qu'on appelle les amas, en fait, en Ayurveda. Et donc, l'objectif, c'est de les éliminer au maximum. Et c'est sûr que plus on les élimine et plus on va pouvoir se maintenir avec moins de toxines, donc normalement en meilleure santé. Alors, une des premières choses, donc pour le matin, je vais vous en citer 6. Le premier, ça va être de se lever avant le soleil. Alors, pourquoi parce qu'avant le lever du soleil, en fait, le corps va commencer à se réveiller normalement avant le lever du soleil, très légèrement, où on est censé passer, surtout si on a respecté l'heure de coucher selon l'Ayurveda, c'est-à-dire avant 22 heures, le corps est censé commencer à se réveiller avant le lever du soleil. Et cette période-là, juste de pré-éveil, c'est une période Vata, donc très légère, très dans le mouvement. Et donc, en fait, quand on se réveille avant 6 heures du matin, par exemple, on va ressentir probablement davantage de dynamisme et de la fraîcheur dans la journée. Et en plus, le fait de se lever tôt, en fait, ça nous permet de dégager du temps qu'on va consacrer à nous-mêmes, éventuellement aux rituels, parce que les rituels dont je vais vous parler, ils peuvent prendre quand même un certain temps. Et ça peut être aussi des moments pour faire une routine matinale, comme peut-être faire une activité physique, lire, faire des affirmations, méditer, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire en fait quand on se lève tôt. Hein, je sais pas, vous devez peut-être connaître l'expression que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est clair qu'à partir du moment où on se réveille plus tôt le matin, on a quand même un espace-temps qui peut nous être réservé, qui est très calme avant que la journée commence, surtout si on a un travail, surtout si on a des enfants, etc. Donc avant de partir en fait dans ce rush du matin, c'est quand même vraiment chouette de réussir à se dégager peut-être 1 heure, voire 2. Alors, l'idée, c'est dès le réveil, en fait, on va prendre un instant pour prendre conscience de nos sensations, de notre corps. On peut frotter les paumes des mains et les positionner sur les yeux, comme ça, pour faire circuler l'énergie. Déjà dans le lit, en fait, on peut commencer à faire des étirements simples. Et voilà. Et dans le temps qu'on met ensuite à profit, quelque chose qui peut être chouette aussi, c'est de faire des salutations au soleil. Là, je ne vais pas vous en faire à l'écran, mais si vous cherchez en ligne salutations au soleil, vous allez trouver plein de vidéos YouTube qui vous montrent en fait toute la séquence de yoga. Qui représente la salutation au soleil. Et c'est un très très bon moyen pour réveiller son corps et démarrer la journée en beauté. Deuxième rituel, se gratter la langue. Alors, en fait, donc durant le sommeil, je vous parlais tout à l'heure du fait que l'organisme rejetait des toxines, donc les amas.
Et en fait, les bactéries forment une pâte blanche sur la surface de la langue. On sait souvent qu'on se réveille le matin, on a la bouche un peu pâteuse. Et donc, selon l'Ayurveda, au réveil, avant de boire, on devrait se gratter la langue avec un gratte-langue. En fait, c'est un outil qui s'ouvre en deux, en fait, qui ressemble un petit peu comme un rasoir, de préférence en cuivre parce que c'est antibactérien comme métal. Et en fait, on va venir racler, on va aller se mettre le plus loin possible et racler la langue jusqu'à ce qu'on puisse retirer le dépôt blanchâtre. L'idée étant justement de ne pas boire avant cette partie-là pour éviter d'avaler et de réingurgiter les toxines. Donc, on peut faire ça, rincer la bouche et recracher et recommencer ce mouvement en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôt. Et ce que ça fait en fait, c'est que ça va favoriser une bonne haleine, ça va améliorer la digestion, qui est évidemment une source majeure de bonne santé et de l'immunité. On en parle beaucoup pendant le programme 30 jours. Et puis, évidemment, mieux on va manger et plus notre alimentation va être adaptée, plus on va réduire l'accumulation de toxines dans l'organisme et donc sur la langue. Donc, on est au parfait moment pour pouvoir justement évaluer les différences, puis observer éventuellement les différences au fur et à mesure du 30 jours. Alors, troisième rituel dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rituel de gandouche, qui est en fait un bain de bouche à l'huile de sésame. Alors, je l'ai complètement découvert, je vous avoue, en faisant mes recherches. Et je le trouve un peu long, mais en même temps assez intéressant comme rituel. Donc, en fait, ça consiste à faire un bain de bouche avec de l'huile de sésame. Alors, on peut prendre de l'huile de coco, mais idéalement, c'est de l'huile de sésame. Idéalement, il faudrait qu'elle soit biologique. Et après avoir nettoyé en fait notre langue, on peut prendre une cuillère à soupe de cette huile et la faire circuler pendant, tenez-vous bien, 10 à 20 minutes. C'est quand même long entre les dents. Sur les gencives et dans toute la surface de la bouche. L'idée, c'est de ne pas l'avaler en plus pendant tout ce temps-là, mais de la recracher parce que justement, l'huile va venir vraiment nettoyer la bouche des toxines et après, on va pouvoir en fait se rincer la bouche à l'eau chaude et se brosser les dents. Donc, c'est vraiment une pratique qui a plein de vertus. Donc, comme je disais, en premier lieu, elle élimine les toxines, mais c'est aussi une pratique qui va rendre les gencives plus saines, qui peut réduire la plaque dentaire. Et ça a été démontré dans une étude américaine quand même. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Ça renforce les mâchoires, ça permet aux dents d'être mieux enracinées et ça évite aussi que la gorge ne s'assèche et que la voix se casse. Donc, globalement, c'est un rituel qui améliore l'hygiène buccale. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment intéressant. Donc, après avoir bien nettoyé la bouche et éliminé les toxines, on va boire un verre d'eau tiède. Il y a des discussions par rapport au fait de mettre du citron en fait dans cette eau parce qu'en fait en Ayurveda justement le citron va pas nécessairement correspondre à votre dosha, donc voilà, le citron peut être activé pitta, donc bon voilà, c'est pas forcément nécessaire de mettre du citron. Après, si vous aimez personnellement, je pense pas que non plus ça ait un impact colossal, mais et puis surtout c'est quand même un dépuratif du foie si on sort de l'Ayurveda. Mais donc en fait c'est ça. On va après avoir nettoyé la bouche avec l'huile de sésame, on va prendre un verre d'eau tiède. Alors idéalement, c'est pour dire que ça prend quand même un certain temps. Il faudrait faire bouillir l'eau, prendre une eau filtrée de source, une autre source ou une eau minérale, et la laisser refroidir pour la boire tiède à environ 37 degrés, en fait, la température du corps. Donc, il y a quand même un certain temps à prévoir pour tout ça, parce que le temps que l'eau se refroidisse et tout. Mais le fait de faire ça, en fait, ça va venir éliminer le mucus qui s'est accumulé pendant la nuit et nettoyer le tube digestif. Donc, ça c'est vraiment pour nettoyer plus le tube digestif. Et en fait, quand on boit de l'eau plate, on ne réveille pas les papilles, donc ça ne va pas nécessairement nous donner faim. Donc, si jamais vous faites le jeûne intermittent, c'est pas un problème. Le système digestif va rester au repos et simplement, il va se préparer à s'activer tranquillement. Et en plus, bien sûr, le fait de boire, ça hydrate efficacement tout le corps. Donc, ça contribue aussi à la prévention des maladies qui sont souvent associées au dosha vata, c'est-à-dire la sécheresse intérieure qui va se traduire beaucoup par la constipation, éventuellement une tension artérielle et peut-être du stress.
Donc voilà. Un cinquième rituel, ça va être le nettoyage du nez. Alors ça, dans la philosophie ayurvédique, c'est vraiment très important. Ça va se pratiquer avec une petite fiole qu'on appelle lota ou neti. Et en fait, l'idée, c'est de faire passer de l'eau salée d'une narine à l'autre. Je vous avoue que moi, j'ai du sinus rinse à la maison qu'on utilise souvent quand on est enrhumé. Puis en fait, c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire que c'est une bouteille sur laquelle on appuie si vous ne connaissez pas. Et puis ça projette l'eau, mais de manière quand même suffisamment douce. Et en fait, quand les sinus sont dégagés, l'eau ressort sur la narine opposée. Et en plus, ça vient avec des petits sachets de sel, justement. Donc, ça peut être quand même une bonne solution d'utiliser du sinus rinse. Et en fait, le fait de nettoyer le nez des toxines, c'est sûr que ça va dégager un petit peu tout cet espace-là, mais ça renforce aussi la vitalité générale de l'organisme. Et quand on vit dans des endroits pollués, en ville par exemple, ou au printemps, c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup de pollen. Donc, ça aussi, ça permet vraiment de dégager bien les voies aériennes. Et c'est quelque chose aussi qui peut être vraiment très intéressant pour les personnes qui souffrent de sinusite régulièrement ou d'asthme. Donc voilà, se nettoyer le nez tous les matins. En dernier lieu, je vais vous parler du brossage à sec. J'aurais dû en fait prendre ma brosse, je l'ai laissée dans ma douche parce que, en fait, à côté de ma douche, parce que moi, c'est quelque chose que je fais, ça, le brossage à sec. Il faut choisir une brosse qui est douce, avec des soies dessus. Il ne faut pas prendre des gants de crin ou des loofahs parce que le grain est trop rude. Et en fait, idéalement, c'est un processus à faire le matin à jeun pendant 5 à 10 minutes. Mais on va dire que c'est surtout un processus qu'on va faire avant la douche. Donc, si vous êtes plutôt du genre à prendre votre douche le soir, il n'y a pas non plus de problème particulier. Ce qui est important, en fait, c'est le sens dans lequel on va brosser le corps. Donc, alors déjà, on va respecter vraiment la fragilité de la peau. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres, hein. On sait, par exemple, à l'intérieur des bras, c'est plus sensible qu'à l'extérieur. Donc là, en fait, on va toujours, on va adoucir la pression, en fait, en fonction de la sensibilité de la zone. Mais ce qui est vraiment très important, c'est de toujours revenir vers les ganglions lymphatiques. Et donc, les ganglions lymphatiques, on va les retrouver derrière les genoux, on va les retrouver au niveau de l'aine, on va les retrouver sous les aisselles, dans le pli interne du cou ici, et aussi à l'intérieur des coudes, au niveau de la nuque et sur la poitrine. Donc, en fait, l'idée, ça va être toujours donc de revenir vers ces parties-là. Donc, par exemple, on va partir des chevilles pour remonter vers le genou. Voilà. Et ensuite, on va partir du haut du genou pour remonter vers les cuisses en direction de l'aine. On va partir du ventre, on va descendre vers l'aine, etc. Et en fait, on va faire tout le corps comme ça. Et en fait, quand on intègre ce rituel pendant 30 jours, on peut vraiment en faire une habitude. Puis en fait, on va vraiment avoir un impact. En fait, le premier impact de ce brossage-là, c'est d'agir sur le système lymphatique. On veut stimuler la circulation de notre système lymphatique parce que c'est dans le système lymphatique que sont évacués les déchets de l'organisme et qui sont éliminés, enfin, qui vont se diriger vers ce qu'on appelle les émonctoires, donc les organes d'élimination. Et en fait, le système lymphatique, qui est un système parallèle au système sanguin, n'a pas un cœur qui va pulser et donner impulser, non, c'est pas le mot que je cherche. Le cœur, si vous voulez, donne aussi un impulse, mais je ne sais pas. Je crois que c'est pas le bon mot. Bref, ça va donner de la puissance en fait à la circulation et l'impact du cœur va faire que le sang va se mettre à circuler partout dans le corps. La lymphe, en fait, il n'y a pas ça. Ce qui fait qu'il faut stimuler le système lymphatique pour lui permettre de mieux fonctionner. Puis en fait, on va pouvoir le stimuler par l'activité physique, par des drainages lymphatiques, par exemple. Et clairement, le brossage à sec, ça aide aussi à stimuler la circulation de la lymphe et donc à éliminer les toxines. Donc ça, c'est super important. Et comme autre bienfait, en fait, on va retrouver que ça va exfolier la peau et l'adoucir. Et ça peut aussi agir sur la cellulite. Surtout que moi, la brosse que j'ai, c'est une brosse Arbonne avec des petits... en milieu des soies, il y a comme des petits... j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Des petits embouts en fait en plastique qui vont favoriser l'action sur la cellulite. Fait que voilà un petit peu pour le matin. J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations, je crois. Donc, je regarde, est-ce que je regarde deux commentaires?
Merci Marie-Christine, tant mieux si tu adores ce sujet, ça me fait plaisir. Donc, je vais passer au rituel du soir, un petit peu plus léger. Bah, justement, en fait, l'idée, c'est d'être plus dans la légèreté et la relaxation. En fait, il y a quelques règles à suivre. Alors, au niveau du repas, l'idée, c'est de souper tôt, idéalement avant 18h. Moi, je me dis que je ne suis pas prête de réussir à réaliser ça, mais néanmoins, voilà, l'idée, c'est plus on est tôt parce que entre 18h et 22h, en fait, c'est la période CAFA. Et la période CAFA, c'est pas forcément, ça va être la période où on va pouvoir justement ralentir et s'endormir. Donc, plus, si on mange tôt, on va se laisser du temps pour favoriser la digestion tranquillement avant le sommeil. Donc voilà. Évidemment, on évite tous les excitants, pas de caféine, ni de sucre, ni d'alcool. Donc ça tombe bien pour nous. On est en programme 30 jours, on ne boit pas tout ça. Voilà. Et dans ce qu'on peut faire aussi, c'est déjà éviter de boire pendant le repas et dans les 30 minutes qui suivent le repas. Parce que voilà, en Ayurveda, on considère que ça dilue les sucs digestifs et que donc ça ne favorise pas la digestion de boire de l'eau dans les 30 minutes qui suivent le repas. Et d'ailleurs, c'est quelque chose quand même qu'on entend relativement souvent, qu'il vaut mieux boire avant, enfin voilà, 30 minutes avant ou même sinon 2 heures après le repas, mais éviter de boire pendant le repas ou juste après. Autre rituel que j'ai complètement découvert, là, vous voyez, je vous l'avoue, c'est mâcher des graines de fenouil après le souper. Alors, les graines de fenouil, en fait, elles sont ingérées dans de nombreuses régions du monde et elles ont des propriétés antimicrobiennes. Et en plus, elles ont une teneur élevée en fibres. Et mâcher une cuillère à soupe de graines de fenouil après le dîner, en fait, ça aiderait l'estomac à rester en bonne santé. Donc, pourquoi pas à essayer. Il faut aimer l'anis, mais voilà, pour le goût, mais voilà. Voilà pour les aspects plus autour du repas. Après, au niveau de la relaxation, en fait, on va... euh, ça, je suis sûre que vous le savez déjà, mais bon, on va éviter tout ce qui est lumière bleue, tous les écrans de tout type après 22 heures. Et 22 heures, c'est vraiment la limite à partir de laquelle il faut arrêter de travailler, arrêter d'avoir des discussions trop sérieuses, etc. L'idée, c'est vraiment de mettre notre esprit beaucoup plus au repos. Et par contre, on peut faire une activité douce selon la période de l'année, peut-être comme une promenade digestive, ça se prête peut-être plus en été à cette heure-ci, ou un petit yoga. Mais il ne faut pas avoir une activité physique trop intense parce que ça empêche de dormir également. Donc voilà. Autre rituel, se masser les pieds. Alors en fait, en Ayurveda, le massage des pieds se fait normalement avec un bol en cuivre qu'on appelle le kansu et avec du beurre clarifié qu'on appelle le ghee. Et en fait, d'ailleurs, le ghee, c'est un beurre qui peut être utilisé pendant le programme 30 jours, sachez-le. Mais bon, on n'a pas forcément du beurre clarifié ou ni un bol en cuivre de kansu pour le massage, mais on peut éventuellement utiliser sinon des huiles essentielles où on pourrait utiliser notre huile, parce que cette huile, elle est fantastique, il faut que tout le monde l'ait chez soi. Elle a tellement de multiples fonctions. Mais ça, c'est donc une huile détoxifiante de la gamme Rescue and Renew. Sachez que toute la gamme Rescue and Renew est inspirée en fait des principes ayurvédiques. Ils contiennent tous justement des ingrédients détoxifiants. On a un gommage pour le corps dans cette gamme. On a des sels de bain qui sentent le spa, c'est une pure merveille. Voilà, faite à partir de sel de mer. On a cette huile qui est fantastique. On a une gelée fraîche pour les jambes. Un gel douche, bref, il y a différents produits. Je vous encourage vraiment, si vous ne connaissez pas cette gamme, à aller l'explorer sur le site. Mais cette huile peut être parfaite pour faire le massage des pieds. Et en fait, en massant les pieds, on va toucher les points réflexes des pieds. Puis ça va atténuer la nervosité, l'angoisse, éventuellement la colère. Donc, c'est très relaxant. Le massage des pieds pourrait donc, entre autres, améliorer la santé des yeux, éliminer les insomnies et apporter du calme et du bien-être. Donc, waouh! Ça peut être... Et donc, c'est ça. On peut l'utiliser avec ça. Donc, idéalement, comme je vous disais tout à l'heure, il faudrait se coucher avant 22 heures pour favoriser un meilleur sommeil, puisque c'est la fenêtre 18h, 22h où CAFA s'endort rapidement. Et puis, une dernière petite chose, ce serait en fait la position pour dormir, se mettre en position asanas, donc la position de bébé, ou en fait, donc avec la torsion de la colonne vertébrale, ou la position du cadavre, sinon, hein, qui sont en fait idéales pour apaiser l'esprit et détendre les muscles qui ont été vraiment sollicités dans la journée.
notamment au niveau des hanches, etc. Donc voilà ce qu'ont donné mes petites recherches. Écoutez, j'espère que ça vous a inspiré. De toute façon, cette vidéo, comme vous voyez, elle est live dans le groupe. Donc si vous avez envie de réécouter des choses pour prendre des notes, ben, n'hésitez pas. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ça. Je vais en profiter pour remercier Julie Charrette qui m'a tendu la perche pour pouvoir aller faire cet atelier. Donc, je suis vraiment ravie. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous, l'Ayurveda, c'est votre domaine, n'hésitez surtout pas à partager justement vos connaissances dans les commentaires. On est toujours, voilà, on est là pour partager, échanger et s'apprendre les uns aux autres. Donc, voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Et je vais vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.